connaissance philosophique, l'élaboration philosophique est bel et bien l'une des composantes, non pas la seule, mais l'une des composantes du vrai bien commun humain. Autrement dit, un être humain qui veut vivre humainement devient bon dans la mesure où il s'ordonne, il se soumet à cette connaissance du vrai. Et alors, ce n'est pas la même chose, bien entendu, ce n'est pas une question, vous voyez, j'espère que vous comprenez bien cela, je le redirai tout à l'heure quand on parlera politique et morale, c'est pas de dire que quelqu'un qui serait né, bon allez tant pis, tantôt, j'espère que personne ne va m'accuser de me mettre en prison, mais enfin, qui serait né au fond de la forêt vierge dans un petit village où toute la vie se passe à soit faire de la cueillette, soit à chasser pour ne pas mourir le lendemain, c'est pas sa faute, c'est comme ça. Mais il est, humainement parlant, absurde de dire que par rapport au bien humain, il se trouve dans la même situation que quelqu'un qui n'a qu'à naître et accepter de se laisser un petit peu éduquer pour profiter de ce capital engrangé au cours des siècles, voire de millénaires, de la connaissance humaine, de ce que l'homme peut connaître et contempler. Alors, ce que je dis là par rapport, vous voyez, à la connaissance humaine, s'applique, on peut dire encore d'une façon plus forte, mais sans dialectiser les deux, s'applique aussi à ce qu'on appelle justement les vertus morales politiques. Les vertus morales politiques, nous verrons dans la dernière partie que ce sont les vertus morales tout court d'ailleurs. Mais ici, pour laisser un peu de suspense jusqu'à la fin, donc les vertus morales politiques. Quelles sont ces vertus morales politiques? Ce sont justement toutes les vertus, c'est-à-dire les forces que chaque individu doit établir en lui-même, non seulement par sa propre action, mais aussi par l'action de la société sur lui, dans laquelle il vit, ces dispositions qui font, d'une part, qu'en lui, les attirances purement sensibles et passionnelles ne sont pas détruites, mais sont subordonnées au jugement de l'intelligence et au choix proprement volontaire, et d'autre part, toutes les vertus, c'est-à-dire, encore, ces principes, ces habitudes d'agir qui font que les rapports entre les individus, puisque nous sommes en train de parler d'un groupe, que les rapports entre les individus soient justement dignes de l'homme, dignes d'un être humain, ne soient pas des rapports comme ils peuvent s'en établir entre deux animaux sauvages. L'être humain qui a reçu une éducation humaine, éducation transmise et mise en place et élaborée au fil des siècles par la société dans laquelle il se trouve, eh bien cet être humain établit en lui un ensemble de bons rapports avec les autres. C'est facile à comprendre. On met en premier dans cette perspective la vertu de justice, définie correctement, c'est-à-dire qui correspond à rendre à chacun ce qui lui est dû, et non pas forcément la même chose à chacun. N'oubliez pas qu'il est bien vrai qu'il y a la notion d'égalité dans la notion de justice, mais ce n'est pas la notion d'égalité que chacun doit avoir la même chose. C'est la notion d'égalité entre le bien qui est proportionné à telle personne et ce que, effectivement, je lui donne ou je lui conserve. Et à ce point de vue-là, il y a des cas où se fait l'égalité, tout le monde a la même chose, mais il y a de nombreux cas, notamment dans l'ordre justement de la société politique, où est dû à chacun quelque chose qui est proportionné au rôle et au bienfait qu'il apporte pour l'ensemble de la société politique. Celui qui fait plus, qui s'engage davantage dans l'ordre de la société politique, eh bien, doit recevoir de cette société politique des bienfaits qui sont souvent simplement des éloges ou une reconnaissance, mais proportionnés à son engagement. Il n'est pas du tout... C'est une misérable tromperie qui détruit tout vrai bien de dire a priori, dans tous les domaines, tout le monde doit avoir la même chose. Donc, s'établissent cet ensemble de vertus, la justice, et pas seulement la justice.
parce que tous les bons rapports entre les êtres humains dépassent de beaucoup la justice. Pourquoi? Alors là, c'est un domaine dans lequel, comme vous le savez, Charles Maurras a excellé à mettre cela en avant. C'est tout ce domaine, et que l'on trouve d'ailleurs tout à fait couramment, mais Charles Maurras ne l'avait pas lu ici, mais que l'on trouve tout à fait couramment chez saint Thomas et chez les penseurs chrétiens, c'est ce domaine que l'on appellerait normalement celui de la piété naturelle, mais qui est mal compris aujourd'hui comme langage. Donc, disons, ce domaine de la reconnaissance pour le bien reçu gratuitement. Dans une société, nous naissons comme des débiteurs. Dès que nous naissons, si nous sommes justement dans une société humaine, que l'on qualifiera pour cela de civilisée, sans avoir rien fait, dès notre naissance, nous recevons plein de choses par rapport auxquelles cela nous met dans un état de dette que nous serons toujours incapables de rembourser, s'il s'agissait de parler de cette façon-là, de rembourser. Nous recevons une langue élaborée avec une littérature qui permet à cette langue, justement, d'exprimer toutes sortes de notions, de pénétrer dans les rouages de la subtilité de la psychologie humaine. Et on sait très bien, par exemple, ne croyez pas que ce soit rien du tout, là, vous allez dire que je tombe dans l'angélisme, je ne dis pas tout en disant cela, mais on observe très bien que souvent la violence d'un individu par rapport à ceux qui l'entourent est liée au fait qu'il ne sait même pas exprimer ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Et souvent, le fait de ne pas savoir exprimer ce que l'on pense ou l'on ressent, eh bien, se traduit par la violence vis-à-vis des autres. Alors ceci, bon, je ne vais pas régler le problème de la violence en disant cela, mais c'est pour essayer de vous faire sentir à quel point une vraie langue avec une littérature et avec des œuvres philosophiques, etc., est quelque chose, un don que l'on reçoit à la naissance, et un don déjà exceptionnel auquel je ne pourrais jamais rendre accès. Et il n'y a pas seulement la langue, il y a bien toutes les œuvres artistiques, et puis cette bonne organisation de la société, c'est-à-dire le fait justement de ne pas arriver dans un état sauvage où tout ce que j'ai à faire c'est de courir après le mammouth et puis de me battre contre la tribu d'à côté, mais où justement je peux profiter de tous ces biens proprement humains. Et je dis profiter, le mot est un petit peu mauvais, donc parce qu'on semble se situer dans une perspective utilitaire, et ce n'est justement pas de cela qu'il s'agit. Donc j'arrive dans une société où je reçois beaucoup. Je me place dans la perspective d'une société déjà donc développée, humainement développée. Je suis débiteur. Et la première attitude, comme il est tout à fait impossible pour moi de recréer toute une civilisation, ma première attitude, c'est pour la part dont je suis devenu capable, à condition que j'ai un peu profité de la bonne éducation que j'ai reçue, mais il y a des gens qui sont bien éduqués, mais qui profitent mal de l'éducation reçue, eh bien, c'est à mon tour, d'abord de transmettre ce que j'ai reçu, d'où cette notion de tradition, non pas au sens où j'en parlais, enfin, pas au sens précis où j'en parlais l'autre jour sur tradition et révélation, mais tradition au sens qu'une société, justement parce qu'elle n'a d'existence comme société que sur une accumulation de siècles, eh bien, ce qui fait l'existence, la perduration et le développement humain, je ne dis pas matériel, mais humain d'une société, c'est justement que tout le bien qui a déjà été accumulé soit transmis. Et donc, l'attitude en un sens humble, mais surtout vrai, de celui qui arrive, c'est de reconnaître tout ce qu'il a reçu, et d'abord, j'essaye de bien m'en imprégner pour le transmettre. Et peut-être, surtout par don de la providence, don naturel, tout le monde, si vous en êtes pas aperçu, mais tout le monde n'a pas les mêmes dons et les mêmes capacités. Là aussi, tous les êtres humains ne sont pas égaux dans les capacités artistiques, intellectuelles, matérielles, artisanales, de tout ce que vous voulez, tout ce qui fait l'ensemble de la société humaine. Eh bien, si j'ai tel ou tel don dans tel ou tel domaine,
après avoir donc reçu, reconnu que je suis un héritier, mon attitude de gratitude sera de transmettre et éventuellement même avec une certaine amélioration, si je peux. Et parfois, on peut, il y a des gens qui sont doués pour repérer, bien, sur tel ou tel point, il y a des améliorations à apporter. Amélioration qui peut consister justement dans la découverte d'un élément nouveau, même au point de vue moral, c'est-à-dire même au point de vue des rapports entre les hommes. On peut s'apercevoir à un moment, l'expérience montrait que si on modifiait telle ou telle attitude, eh bien les rapports seraient meilleurs entre les hommes. C'est absolument possible. La vérité des rapports entre les hommes, même dans le décalogue, elle n'est pas décrite. Le décalogue, ça tient sur des lignes, quoi. Et les rapports humains sont parfois plus complexes que ça. Donc on peut, par l'expérience, découvrir des choses nouvelles. Et puis parfois, l'amélioration qu'on peut apporter, et il ne faut pas l'oublier, ça peut être d'éliminer tel ou tel élément faisant partie de ce que nous avons reçu, mais qui se révèle de fait, soit depuis fort longtemps, mais on n'avait pas osé l'affronter, soit aujourd'hui néfaste. C'est en ce sens-là, malheureusement j'ai oublié d'apprendre par cœur la citation, mais ça vous donnera l'envie d'aller la chercher. Ça se trouve dans le dictionnaire, enfin, dans le recueil de textes qui constitue le dictionnaire politique et critique, donc d'articles de Charles Maurras, mais la véritable tradition est critique. Là, je parle de la tradition humaine, cette tradition qui fait la perduration des sociétés. Et critique, il explique, parce que lui parlait très bien français, il a même été reçu, puis éjecté de l'Académie française, mais reçu pour ses talents littéraires et éjecté par idéologie politique. Mais enfin, ça c'est une autre affaire, enfin ça fait partie de la réalité. Et donc, la tradition perd, si elle n'est pas critique, c'est-à-dire si elle ne fait pas la part des choses par rapport à ce qui a été reçu, il dit les échecs du passé cessent de nous instruire et de nous servir d'exemple, et de même aussi d'ailleurs les réussites. Vous voyez. Donc, en ce sens-là, la vraie tradition n'est pas forcément figée, ce n'est pas non plus la transmission d'un objet déterminé une fois pour toutes. Et c'est là que la bonne formation de chacun et sa bonne attitude de gratitude vis-à-vis de ce qui a été reçu doit jouer son rôle. Elle se distingue complètement, vous le voyez, d'une attitude que je vais qualifier de révolutionnaire et constructiviste, qui est typiquement l'attitude des modernes, qui ne veut pas reconnaître, par aveuglement, par orgueil ou par tout ce que vous voulez, qu'il ne veut pas reconnaître que même eux, même ce qu'ils sont, c'est-à-dire les gens de la Troisième République ou de la destruction complète de ce qu'on voit aujourd'hui, que même ce qu'ils sont dans leur perversité, malgré tout, ils ont aussi beaucoup reçu de l'héritage du passé. Et alors cette attitude révolutionnaire et critique, c'est de prendre prétexte de tel ou tel point qui éventuellement est mauvais, et de dire, on efface tout, et maintenant nous allons construire. Nous allons construire, j'ai mon beau programme d'ordinateur, qui dit, voilà, l'être humain, ça doit être ceci, ça doit être cela. Alors, les gens du XVIIIe siècle, ils avaient fait le programme, c'est assez pratique, l'être humain, c'est une machine, et une machine, bon, on met un peu d'huile dans les rouages, on fait tourner tout ça. Alors, vous avez les livres, j'ai vu qu'il y en avait un là, sur ce sujet, où je ne suis pas très fort, mais vous avez les livres de Xavier Martin, voilà, qui présente bien tout l'homme des Lumières. Eh bien, l'homme des Lumières, c'est une infâme machine avec un petit peu d'animalité, et avec tout cela, on fait un beau programme pour que tout tourne et fonctionne. Voilà. Alors, au contraire, donc, celui qui se reconnaît comme héritier recueille tout ce qu'il est possible de recueillir. Et en sachant qu'avec tout cela, lui peut vivre une vie humaine de haute valeur, humainement parlant. Et il vit une vie humaine de haute valeur, humainement parlant, précisément, alors j'en arrive à cette question bien commun et bien privé, précisément parlant, parce que grâce à tout ce qu'il a reçu
et qui, comme vous l'avez bien compris, ne vient pas uniquement de lui, loin de là, eh bien, il est branché sur les réalités et les valeurs les plus hautes, qui sont encore une fois cette connaissance du vrai, cette vie dans un univers où les œuvres artistiques incarnent le vrai et le bien. Promenez-vous dans un pays civilisé, il y a des églises, mais pas seulement les églises, toutes sortes de monuments peuvent incarner le vrai et le bien reçu d'une bonne civilisation. Et puis, une vie, là aussi, alors ça j'en ai pas parlé et je le regrette parce qu'il faut que c'est très important, une vie qui, ayant établi par les vertus politiques qui concernent surtout, vous l'avez compris, les rapports entre les personnes, ayant établi une atmosphère véritablement humaine, permet à l'amitié humaine de se développer. Et l'amitié qui, dans l'ordre de la vie pratique, est le bien humain le plus haut. On vous en a parlé hier à propos de la charité, et l'abbé de Massia vous a expliqué, donc il y avait divers types, divers domaines d'amitié, il y a l'amitié dans le couple, il y a l'amitié dans la famille, il y a l'amitié dans divers groupes que l'on peut rencontrer, fondés sur divers biens, mais dans la société proprement civilisée, se développe cette amitié que l'on a qualifiée à l'époque récente justement d'amitié politique qui fait la qualité proprement humaine de la vie humaine. Et à ce niveau-là, il est bien vrai que l'on peut avoir des sociétés vraiment politiques et humaines, moins favorisées par exemple pour le développement de la philosophie, il faudra y travailler, mais qui sont quand même véritablement de vraies sociétés politiques. Je dis sociétés politiques, c'est-à-dire qui réalisent le véritable bien humain. Tandis que vous pouvez avoir des sociétés qui ont des grandes bibliothèques avec toutes les œuvres philosophiques de l'humanité et qui pourtant ne sont pas ou ne sont plus des sociétés véritablement humaines. Parce que le bien qui est poursuivi en commun n'est plus le bien par nature commun. Et ça, c'est typique de nos sociétés modernes constructivistes, mais non seulement constructivistes, mais constructivistes individualistes. Je pense que vous connaissez cette expression, ce n'est pas seulement une expression. Pourquoi? Parce qu'on cultive, là, pourquoi on doit bien les qualifier d'individualistes? Parce que ce que l'on cultive dans nos sociétés modernes, ce sont les biens des personnes ou des individus qui, par nature, ne sont pas des biens communs. Alors, vous allez comprendre tout de suite, si mon vocabulaire est un peu trop abstrait, on pousse les gens à rechercher les plaisirs sensibles, la satisfaction des passions et, à la rigueur, les biens matériels. Ma piscine, mon jet, enfin bon, là c'est juste ma bicyclette, mais l'idée est la même. On focalise, et d'ailleurs, attention, c'est pas seulement notre société, les sociétés décadentes l'ont toujours compris. À Rome, c'était du pain et des jeux pour la plèbe, c'est exactement la même chose aujourd'hui. Là, c'est peut-être plus du pain, mais bon, ce sera autre chose, du riz, c'est un peu du pain, et puis des jeux, de la télévision, tout ce que vous voulez. Mais la question, comprenez bien le problème, une société qui focalise ses membres sur des biens d'ordre matériel n'est plus une société humaine, même si c'est un groupe important, même s'il y a la police, les matraques et tout ce que vous voulez, enfin d'ailleurs surtout il faut la police et les matraques pour ces circonstances, mais ce n'est plus une société humaine, parce que est société humaine la société qui groupe les forces et au fil des siècles pour que chacun puisse avoir une part assez bien plus haut et plus élevée. Et une part d'ailleurs qui ne sera pas forcément la même pour tous, parce que chacun reçoit davantage du bien commun engrangé et véhiculé selon que lui-même justement s'ordonne et se soumet à ce bien commun. Même dans une société humaine, si moi, en tant qu'individu, je décide de ne rechercher que mon petit bien particulier,
c'est-à-dire l'assouvissement de mes désirs et de mes passions, ben peut-être que je ne ferai pas de mal aux autres, mais en tout cas, je ne profiterai pas, ou très peu, ou bien moins, du bien commun. Et c'est ma faute. Voilà. Je ne dois et ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais du coup, j'aurai moi-même une vie moins humaine, voire parfois une vie complètement infra-humaine. Alors, ce soulignement que j'ai fait sur la notion d'héritage nous introduit, est l'occasion d'introduire une remarque tout à fait essentielle sur la réalité des sociétés politiques. C'est que dans le début de ma description, que je n'enlève pas du tout, au contraire que je réaffirme, je vous ai dit, le bien commun, le bien proprement humain, on l'analyse, on découvre ce que c'est par rapport à la nature humaine. Et la nature humaine est la même pour tous. Et donc, on pourrait être tenté, et beaucoup ne résistent pas d'ailleurs à la tentation, de dire, mais justement, donc, il ne doit y avoir sur Terre qu'une seule société humaine, puisque vous dites, et je le dis, enfin pas que moi, c'est comme ça, et tous les gens sérieux le disent, que les êtres humains ont tous la même nature humaine, le bien commun est déterminé par la nature humaine, et donc c'est le même pour tous, donc faisons une seule société pour obtenir ce bien commun. Alors, cela est décrit dans la Bible, ça s'est appelé la tour de Babel. Ouais. Et, on a tous faire ensemble pour poursuivre le bien, et bon, ça n'a pas marché. Puis c'est manifesté dans la réalité humaine. La réalité humaine ne s'est pas fait comme cela. Pourquoi ? Eh bien parce que ce bien commun qui, dans ses réalités les plus hautes, correspondent à la nature humaine justement commune à tous, c'est bel et bien le bien commun incarné dans des êtres humains, qui se transmettent de génération en génération ce qui est accumulé. Or, ce qui est accumulé, ce n'est pas le bien commun que je peux décrire abstraitement, comme je vous en ai fait quelques linéaments, mais c'est le bien commun effectivement réalisé par des personnes humaines, des êtres humains qui appartenaient au début à une famille, puis à des familles qui se sont groupées, et donc, etc. Et donc, le bien commun, tout en restant bien commun humain, prend des colorations, prend des déterminations plus particulières, mais qui sont bel et bien le véhicule réel et concret dans lequel, pour ce groupe, se réalise le vrai bien commun humain. Je vous y ai fait allusion tout à l'heure par rapport à l'art, mais cela vaut encore bien davantage, même pour tous les aspects de la vie proprement morale. Et c'est là où il faut faire attention de ne pas avoir une conception kantienne de la moralité. La moralité, c'est la vie morale, ce n'est pas simplement un certain nombre d'énoncés, de devoirs, il faut faire ceci, il faut faire cela, et il faut agir de telle façon que tous les autres devraient agir comme moi. Heureusement que non. S'il fallait chaque fois que je fais quelque chose, avant de le faire, je veux dire tous les autres devraient faire comme moi, ben d'abord ça serait un peu prétentieux et orgueilleux, et puis ça serait vraiment pénible. Non, la vie morale doit justement pétrir tous les traits de caractère, tous les traits de civilisation, même matérielle, pour faire que ces traits s'ordonnent à une vie proprement humaine, c'est-à-dire où domine l'intelligence et la volonté. Mais ces traits proprement humains, même matériels, même psychologiques, et même peut-être, que sais-je, physiologiques, voire biologiques, peuvent très bien se développer de façon différente dans tel ou tel groupe humain. Ça, c'est une question d'expérience et d'observation. Quoi qu'il en soit, avec cela, il devient normal et légitime, et même c'est conforme à la nature humaine, qu'un groupe humain qui a développé le bien proprement humain
mais selon telle ou telle disposition, détermination qui se rattache à son histoire, à son être, à son tempérament. Autrefois, sans être mis en prison, on pouvait dire les Allemands sont comme ça, les Gaulois sont comme ça, et puis d'autres sont encore autrement. Et c'est-à-dire que tout le monde avait toujours repéré qu'un groupe humain qui a une certaine histoire, automatiquement se trouve, alors est-ce que c'est plus biologique, est-ce que c'est plus culturel, je ne me lance pas sur le sujet, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ça fait partie de la réalité humaine, qu'une vraie société qui vit au fil des siècles, en même temps élabore comme support du bien commun qui abstraitement serait le même pour tous, mais élabore des déterminations plus particulières qui ne sont pas les mêmes pour tous. Et à partir de ce moment-là, ce groupe humain a parfaitement non seulement le droit, mais c'est un droit naturel, de droit naturel qu'on appelait autrefois le droit des gens, c'est-à-dire des nations, eh bien, de continuer à vivre et à se développer selon cette manière plus particulière de réaliser le bien commun universel. Et non seulement il a le droit, mais cela doit être comme cela, en ce sens que si l'on détruit ce support, on entre justement dans la perspective dont je vous parlais tout à l'heure, de ce constructivisme. Parce que ce support n'est pas quelque chose que l'on peut construire comme ça, à coup de déclaration universelle ou de choses comme ça. Ce support, quand il est un vrai support du bien humain, il s'est mis en place pendant 17 siècles. Voyez. Et si vous dites, oh ben non, mais on va maintenant, ça va être pareil pour tous, vous détruisez le support, vous détruisez le véritable bien humain parce qu'il n'a plus de support, et vous réduisez justement, dans le meilleur des cas, les individus que vous avez mêlés comme ça à ne plus pouvoir rechercher que leur bien individuel, du pain et des jeux, et dans le pire des cas, vous les réduisez à se taper dessus, parce que justement, n'ayant pas complètement renoncé à comprendre que la vie humaine est un petit peu plus que cela, eh bien chacun demeure marqué par son héritage, qui certes comporte, mais plus ou moins, du bien proprement humain, mais qui comporte ce bien proprement humain marqué, voyez, par l'incarnation dans telle ou telle histoire et dans telle ou telle culture, encore une fois plus ou moins porteuse du bien humain, mais quand bien même elle serait vraiment porteuse du bien humain, porteuse de façon différenciée et qui ne peuvent pas forcément s'accorder ensemble. Quand vous escaladez une montagne, enfin moi je ne fais pas d'escalade, mais donc je peux en parler. Quand vous escaladez une montagne, de ce que j'ai entendu dire, il y a parfois plusieurs voies pour atteindre le sommet. Mais autant que je sache, ce qui n'existe pas, c'est d'escalader la montagne par la face nord et la face sud, en passant tous les 100 mètres du nord au sud et du sud au nord. On peut sans doute discuter indéfiniment quelle est la meilleure, celle du nord ou du sud. En général, ça doit dépendre justement du type de capacité des alpinistes, puis celui qui a des grandes jambes ou des grands bras, ou des doigts qui lui permettent de s'accrocher là où on ne peut pas, enfin bref, toutes sortes de choses, parfaitement légitimes et qui n'ont rien d'immoral les unes avec les autres, mais voilà, on choisit. On choisit ici, dans ce cas-là, on choisit. Dans le cas des civilisations, on ne choisit pas. Et encore une fois, vous voyez, quand on veut mêler d'une façon arbitraire et constructiviste, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on détruit.